plaisir d'accueillir Céline Tadiotto. Bonjour et merci de ta présence. Bonjour Audrey. Donc Céline, je vais te présenter en deux petites phrases. Tu as débuté des études de psychologie universitaire avant de devenir maman. Ensuite, tu t'es formée à l'énergétique, au Jinshin Jutsu. Ensuite, tu as repris des études de naturopathie. Tu as suivi aussi une formation en psychanalyse transgénérationnelle. Tu as d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, J'arrête de subir mon passé, 21 étapes pour se libérer enfin des répétitions transgénérationnelles. Tu es également aussi formée à la lecture psychique avec de nombreux médiums et tu as aussi une formation d'infirmière en santé mentale. Tout prochainement, tu vas aussi sortir un prochain livre qui s'appelle La danse des ancêtres, dont tu nous parleras aussi dans cet épisode. Heu, Merci à toi d'être là. J'ai presque envie de commencer par ce qui nous a mis en lien, en fait, parce que c'est pas anodin. Mhm. Il y a une année, en fait, je suis tombée par hasard sur une publication, sur Facebook qui rend hommage à ton fils. Cette publication m'a profondément touchée, heu et si tu es d'accord, j'ai envie d'en citer quelques passages. D'accord. Donc tu as écrit: «Mon fils Aldric était un géant, de par son corps, mais aussi de par son travail, le travail qu'il avait accepté d'endosser dans cette famille. Il est comme sacrifié au bénéfice de l'arbre et je trouve cela aussi horrible que courageux. Mon cœur de mère est déchiré. Mon cœur de thérapeute reconnaît l'éclat de son passage sur terre avec véracité, et mon âme est impuissante à comprendre le sens de ce jeu humain dans la comédie duquel nous sommes tous embarqués. J'ai trouvé ce passage, il y a tellement d'amour et de conscience dans ce Hmm. texte. Vraiment, ça m'a touchée dans plein de domaines. Est-ce que, Oui, je voilà, je te laisse te commenter. remercie de commencer comme ça. C'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours suite à ce post. Je pense que de nombreuses personnes, probablement des parents principalement, se sont reconnus en fait dans cet hommage rendu à mon fils. Et puis probablement aussi de nombreuses personnes qui sont confrontées à la maladie psychique, voire à l'hospitalisation en psychiatrie. Que ce soit du côté des patients ou que ce soit du côté des soignants. Mmh. Et puis ce poste, et ce départ de mon fils, qui souffrait de schizophrénie, a entraîné aussi beaucoup de réactions vis-à-vis des personnes qui connaissent le transgénérationnel ou la psychogénéalogie. En effet. Peut-être que tu peux commencer pour expliquer aux auditeurs un petit peu, juste, voilà, dans les grandes lignes, ce que c'est que cette psychanalyse transgénérationnelle et D'accord. La psychanalyse transgénérationnelle, on peut appeler aussi psychogénéalogie, hein, mmh. mais à ceci près que la psychanalyse transgénérationnelle garde quand même des 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 aspects forts de la psychanalyse, mais au lieu de mettre un individu sur le divan pour l'aider à revisiter son parcours de vie, c'est l'arbre généalogique tout entier qu'on pose sur le divan et on va, d'une certaine façon, observer pourquoi et comment la personne qui vient consulter souffre de ses ancêtres, souffre de son arbre. Parce qu'il y a eu tellement d'histoires, tellement de traumatismes, tellement de non-dits, de secrets, de deuils difficiles à faire, que finalement, nous, vivants, nous les descendants de cet arbre généalogique, eh bien, on en subit les conséquences. Donc, j'ai été formée par Didier Dumas au sein du Jardin d'idées jusqu'à son décès. Et c'est
Ça a pour moi été une révolution dans ma vie. Le jour où je l'ai rencontré, j'ai rencontré également Anne Ancelin Schutzenberger, qui a écrit, Aïe mes aïeux, Mmh. et c'était très touchant pour moi d'entendre cet homme parler de cet arbre généalogique, mais aussi de la clinique des ancêtres, comme le font les peuples premiers, et d'une forme, de chamanisme, et qui lui a valu bien des critiques, qu'il appelait le chamanisme urbain, hein, qui nous permettait de revisiter les lignées de l'arbre. Donc voilà, je suis très, très heureuse d'avoir pu faire, ma formation auprès de lui. Qui t'avait amené vers cette formation-là? À cette époque, moi je suis née dans une famille dysfonctionnelle, donc j'ai pu, observer et apprendre dès le départ de l'intérieur, heu, combien une famille qui ne soigne pas ses blessures peut entraîner de désordre de génération en génération dans les enfants successifs qui naissent. Et puis, il est arrivé une période où je vivais à Lyon et j'avais un petit job pour le journal Réel. Certains des auditeurs, se souviendront peut-être de ce journal de psychologie qui était très, très intéressant et très poussé, et j'ai participé à un symposium, mais de mon point de vue, j'étais là pour vendre des journaux, pour vendre les journaux Réel, Mmh. et c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Didier Dumas, et Anne Ancelin Schutzenberger. J'écoutais leurs conférences, assise sur les marches en attendant, que le public ressorte pour me remettre derrière ma table de vente, et finalement, le discours, de Didier Dumas a été tellement percutant pour moi que je suis allée le rencontrer à la fin de la conférence et que j'ai commencé à discuter avec lui, tout simplement. Et beaucoup de choses, dont il parlait qui faisaient écho avec moi, et il faut savoir que j'ai toujours été absolument passionnée par la pensée de Françoise Dolto, par la manière dont elle s'adressait aux enfants, et c'est quelque chose qui me semblait tellement naturel que j'ai toujours été surprise, en fait, que ça ne touche pas tout un chacun. Et Didier Dumas m'a expliqué qu'il avait effectivement été contemporain de Françoise Dolto et qu'ils avaient eu aussi une partie de leur parcours, en commun. Donc voilà, je me sentais vraiment à la maison, on va dire, et puis il m'a parlé de cette formation à la psychanalyse transgénérationnelle à laquelle je me suis immédiatement inscrite, en fait. Bon, le psychanalyste Didier Dumas, il a constaté que la plupart des enfants psychotiques et autistes présentaient des sortes de facultés semblables aux grands mystiques, comme par exemple la voyance, la prémonition, des facultés de s'auto-anesthésier ou de sortir de leur corps. Est-ce que toi, tu as aussi remarqué ça dans ta pratique? Alors, je ne reçois pas beaucoup d'enfants, hein, c'est pas ma spécialité, donc non, je pourrais pas dire que j'ai Non. observé ça dans ma pratique. Par contre, je l'ai observé dans ma vie. Mhm. C'est-à-dire que mon fils, par exemple, présentait déjà ce type de capacité, que je pensais être relativement normale, notamment parce que moi-même, depuis que je suis enfant, je vois les défunts, j'ai assisté à beaucoup de phénomènes dits inexpliqués, mais en fait, c'est tout simplement que ma réalité a toujours été très riche de l'intervention de d'un nombre conséquent d'aides autour de moi, et puis des phénomènes, et donc lorsque mon enfant faisait preuve de télépathie et puis, d'une grande, capacité aussi de précognition,
on va dire. J'aime pas tellement les termes de voyance et de médiumnité, il faut le savoir, parce que ils ont été tellement, tellement, mâchouillés et nourris de Mmh, croyances et de mmh, peurs que je suis un peu, personnellement timide ou craintive à les utiliser. Ça ne me convient pas vraiment. Mais en tout cas, il montrait des capacités psychiques très intéressantes et voilà, après le la schizophrénie, ce que j'ai pu observer beaucoup plus tard quand j'étais infirmière, dans le milieu psychiatrique, infirmière en santé mentale, on dit, heu, ouais, j'ai pu observer que ce qu'on appelle des délires, c'est en fait du langage. Les personnes qui souffrent, de pathologies psychiatriques, enfin surtout la schizophrénie, je trouve, surtout les états psychotiques, ils tentent d'exprimer quelque chose qu'ils ignorent porter, la plupart du temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve en psychanalyse transgénérationnelle. C'est qu'en fait, on est tous, tout un chacun, pas besoin d'être psychotique ou schizophrène, hein. Enfin, d'ailleurs, on ne dit pas qu'on est schizophrène, mais on souffre de schizophrénie. Donc, en fait, tout un chacun, on est agi par l'histoire de notre arbre généalogique, par les traumas qui l'ont constitué et qui l'ont nourri et qui l'ont abîmé, et ça se raconte à travers nous. Donc en fait, c'est exactement le même phénomène, mais disons de manière plus vivable. mmh. Et lorsque je dis plus vivable, je suis vraiment, très attentive à ne pas trop marquer ce plus vivable, fortement dans la réalité, parce que, les personnes que je reçois ne relèvent pas de la psychiatrie, mais elles souffrent, pour certaines, énormément des répétitions dans leur vie, de ce qui a pu se passer dans leur arbre. Donc, on a tous ces phénomènes finalement dans notre vie. Après, par rapport à ce que tu disais de cette citation de Didier Dumas, hem, personnellement, j'ai toujours été très naturellement attirée par la spiritualité, hem et par le mysticisme et par les ouvertures d'âme aussi qui nous permettent de traverser cette existence qui nous secoue, hein, un petit peu dans tous les sens. Et donc, j'ai pu observer assez rapidement que la schizophrénie et le mysticisme avaient quelque chose en commun et en fait, la schizophrénie, c'est l'état disharmonieux ou déséquilibré d'un grand mysticisme latent. Alors on voit des crises mystiques, hein, en service, à l'hôpital, et on voit aussi, des crises qui sont de tout autre ordre. Il y Bien a sûr. de loin pas que des crises Mmh, mystiques. mmh, Mais en fait, si on lit la vie des grands mystiques, ils avaient tous des capacités psychiques. Et puis, des années plus tard, avec quelqu'un que tu connais, Begonia Favre-Gonzalo, on a monté, une école Aqua Divina, une école de médiumnité sur Genève pour enseigner les capacités psychiques et puis, les capacités perceptives et extraperceptives. Et à cet endroit-là, j'ai vraiment pu voir que ça s'enseigne. Tout le monde a ses capacités. C'est-à-dire que notre vécu humain, il est finalement tronqué si on ne s'autorise pas à avoir accès à ces capacités qui nous sont complètement naturelles. Mais tout le monde fait preuve d'intuition. L'intuition mmh, fait partie des capacités psychiques. sûr, bien sûr. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement, tu as le regard de la maman, tu as le regard de l'infirmière, tu as le regard de la thérapeute transgénérationnelle, le regard aussi énergétique qui est pas anodin non plus. Hem, Oui, et puis j'ai le regard humain, tout simplement, parce qu'au-delà de exactement. la maman, de l'infirmière et de la Mmh, thérapeute, il y a juste moi, Céline, qui mmh, traverse ma vie, clopin-clopant, quin-quin. mmh. Est-ce que tu peux,
nous partager, finalement, dans votre parcours à toi, ton fils, votre entourage, hein, heu, finalement ce départ il y a 1 an de ton fils, dans quelles conditions il est parti et Mmh. d'un point de vue Alors transgénérationnel, hein, j'entends aussi, hein. oui, oui, oui. Alors, comme je le disais, je suis issue d'une famille, dysfonctionnelle, ce qui implique que j'étais dysfonctionnelle moi aussi, hein, et qu'il doit probablement y avoir encore des parts dysfonctionnelles à l'intérieur de moi, mais parce qu'on fait partie d'un corps familial et finalement si un corps est en mauvaise santé, le pied, il va pas super bien, ni la main, ni l'oreille, hein, et ce que Didier Dumas a mis en lumière et aussi, Bruno Clavier qui a repris, ensuite le travail de Didier Dumas, c'est que, chaque, individu dans l'arbre, va endosser, si tu veux, un rôle particulier par rapport à la tentative de guérison de cet arbre. Donc tout le monde ne va pas prendre le même morceau de travail, hein, dans cet arbre. Certaines personnes, et j'ai déjà expliqué ça dans plusieurs podcasts, certaines personnes, elles peuvent observer leur date de conception et puis ça va leur indiquer ou ça peut leur indiquer, heu, sur la date anniversaire de qui, dans leur arbre, ils ont été conçus. Je ne parle pas de notre date de naissance, hein, et puis, eh bien, mon fils, j'ai donc 2 enfants, mais Aldric, c'est le prénom de mon fils, il a choisi une des parts qui, selon moi, est la plus difficile, c'est-à-dire d'être l'enfant paratonnerre, l'enfant symptôme de cette famille, et ce sont souvent des personnes que l'on retrouve, heu, dans les couloirs des services psychiatriques. Et j'aurais vraiment, aimé pouvoir, aborder beaucoup plus ça avec le personnel soignant dans son parcours, d'hospitalisation. Parce qu'il a eu un parcours d'hospitalisation qui a été, non pas compliqué, mais qui a été douloureux, on va dire. C'est-à-dire dans des unités fermées. Il a fait aussi, de la psychiatrie, il était dans une cellule hospitalière au sein d'une prison, parce qu'il avait gravement décompensé avant ça, donc ça avait entraîné un emprisonnement, et j'aurais aimé avoir plus accès, non pas à son dossier, ça m'intéressait pas, hein, mais de pouvoir discuter avec les soignants aussi depuis, heu, eh bien, mon propre savoir. Et je dois dire qu'à ce niveau-là, c'est vrai qu'en tant que maman, et je me souviens bien, hein, qu'en tant qu'infirmière psychiatrique, l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire de vie d'un patient, on se base sur ce que raconte le patient, si tant est qu'il soit en capacité de raconter d'ailleurs, et parfois les dossiers sont très, très vides en termes d'histoire de vie du patient, mais à aucun moment dans toutes ces hospitalisations, on ne m'a demandé quel était son vécu avant l'entrée dans la maladie, quels étaient les facteurs déclenchants, quels étaient aussi les facteurs déclenchants de l'entrée dans la maladie, mais aussi les facteurs récurrents qui entraînaient des décompensations. Ce qui fait que tous les éléments, en fait, qui auraient pu, non pas le sauver, hein, j'ai vraiment personnellement conscience qu'on a tous nos chemins de vie, qu'on part au bon moment. Ça va peut-être choquer certains éditeurs, mais je pense vraiment qu'on a des parcours de vie qui nous sont propres. Mais je pense que dans sa prise en charge hospitalière, ça aurait entraîné une hospitalisation beaucoup plus humaine et beaucoup plus consciente, de prendre en considération, par exemple, ces aspects, heu, transgénérationnels, d'histoire familiale qui étaient les siens. Heu, Si tu veux, je vais te donner un exemple. Mmh. Lorsque j'avais 28 ans, le père de mes enfants s'est lui-même suicidé,
et dans des circonstances qui étaient assez, violentes, bien évidemment. C'est rarement doux, hein, un suicide. Et à ce moment-là, dans les jours qui ont entouré son suicide, il a tenu des propos qui étaient déjà délirants. Lui-même était dans une crise psychotique. Et lorsque mon fils, donc notre fils Aldric, a décompensé, très fortement dans son parcours de maladie, il était dans un état complètement halluciné, armé jusqu'aux dents, d'accord? Parce que les voix, étaient menaçantes, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais les voix qu'il entendait intérieurement le l'invitaient à me tuer et à tuer mon conjoint. Et à ce moment-là, je revois, ce jeune, qui était clairement dans un état, dans une bouffée délirante aiguë. Il tenait le discours de son père, alors que lui, il avait 2 ans à ce moment-là, il avait même Ouais, 18 mois. C'est-à-dire qu'il était en train de répéter la scène originelle et il n'habitait pas son corps à ce moment-là, si je peux dire. Il ne s'habitait pas lui-même, et vois-tu? il ne pouvait, enfin, en tout cas, il avait 2 ans à l'époque, en fait. 18 mois, oui, 18 absolument. mois, donc en fait, il oui, les souvenirs aussi étaient C'est ça, des souvenirs aussi précis de phrases scandées par son propre père. On voit bien que tout l'être avait gardé ça en mémoire. Et je trouve que ça aurait été très intéressant que ça puisse figurer dans son dossier, hein. Et puis l'autre chose, donc lui, à ce moment-là, avait 26 ans, mais il a donc été emprisonné, bien évidemment. Et puis, heureusement, il était dans la partie hospitalière de la prison, ce qui permettait qu'il puisse être pris en charge aussi. Et ensuite, il a intégré un service fermé, hein. Et là, je me suis dit: «Bah, il faut quand même que je leur dise qu'il approche des 28 ans qu'avait son père quand il s'est suicidé, qu'à cet endroit-là, il va ressentir cellulairement, psychiquement, émotionnellement, les secousses sismiques de la mémoire transgénérationnelle qu'il porte et donc il faut qu'ils en prennent, compte, qu'il faut qu'ils en tiennent compte parce que voilà, ça va être un bah, oui, moment à accompagner». bien sûr, Et c'est vrai que quand je me suis formée en tant qu'infirmière pour, travailler en santé mentale, je pensais vraiment que ce type d'éléments, on en tenait compte dans l'accompagnement, d'un patient en hôpital. Et en fait, j'ai malheureusement dû me rendre compte qu'à part certains services, privilégiés, peut-être menés par un chef de service plus conscient de ce type de choses, eh bien, c'était pas le cas, malheureusement. il n'a pas été entendu. Alors j'ai été entendue par un interne roumain qui a pris beaucoup de notes, avec qui j'ai longtemps discuté, qui a trouvé que c'était très, très important de tenir compte de ça, mais je n'avais pas conscience que cet interne était là seulement pour 3 mois et que, tout ce que je venais de déposer n'allait jamais être versé au dossier du patient. Donc voilà, c'était, c'est dommage. Ça n'aurait peut-être pas du tout évité, son suicide, hein, à mon fils, mais il n'empêche que dans sa prise en charge, ça aurait pu être intéressant, ne serait-ce que l'amener à travailler là-dessus, Bien pour sûr, moins souffrir de cette histoire qu'il essayait de se raconter en lui, bien sûr, bien sûr, hein. bien sûr, ouais. Voilà. Et donc il a fini par sortir de l'hôpital. Il a eu beaucoup de chance parce que c'est quelque chose que vivent peu les personnes qui souffrent de schizophrénie. C'est qu'il a rencontré une adorable jeune fille, à l'hôpital et qu'ils ont eu la possibilité de vivre ensemble plusieurs années. Et ça a été très touchant pour moi de le voir en couple, de le voir heureux en couple. Et parce que j'ai vraiment pu voir que c'était
pas évident du tout pour les personnes, qui sont dans un parcours de santé mentale, d'avoir la chance de vivre le couple, le fait de se sentir entendu, compris par un autre avec lequel ils vivent. Mmh. Et puis voilà, jusqu'au jour où il a à nouveau décompensé, heu, ça, il avait souvent des décompensations où il prenait la voiture, il partait et en fait, il est redescendu dans le village dans lequel on habitait quand il était enfant et au petit matin, il a sauté de la falaise. Donc, c'est un acte que je vis, moi, comme étant un grand désir de libération, de sortir de tout ça, hein. C'était alors bien évidemment, c'était un choc terrible pour moi. Heu, je m'y attendais, je ne m'y attendais pas. Quelque part et j'espère que mes propos ne vont pas trop choquer, les personnes qui vont écouter ton podcast, heu, le de le voir s'enfoncer dans la maladie, avoir toujours plus de médicaments, d'observer combien sa vie, était de plus en plus racornie en termes de droit à agir, de droit à travailler ou de droit à être, tout simplement tel qu'il était. Une part de moi avait déjà accepté de devoir faire le deuil, heu, de ce jeune homme que je connaissais, parce que je voyais combien il ne pouvait déjà plus exprimer qui il était profondément et puis on utilise des termes parfois en psychiatrie qui sont assez terribles. Il était tassé, comme on dit, par les médicaments et donc même sa libido de vie, son désir d'agir, il avait une très grande intelligence. Tout ça était, c'est comme si les barreaux de la prison étaient de plus en plus étroits. Enfin les murs de la prison étaient de plus en plus étroits et les barreaux de plus en plus serrés, vois-tu? Mmh. Donc quand il est mort, c'est vrai que j'ai ressenti, une terrible douleur parce qu'en tant que maman, bah, c'est juste insupportable, en fait. Et puis, il y avait aussi cette part, la plus consciente de moi-même qui a vécu pour lui une forme de soulagement. Il s'était libéré, hein. Et puis il y a, la part en moi qui a développé ses capacités psychiques et qui les enseigne, qui n'était pas inquiète parce que je savais que j'allais avoir, très rapidement des nouvelles. En fait, j'ai eu un contact avec mon fils dans les minutes qui ont suivi, hein, et ensuite, 2 mois plus tard, dans un témoignage de survivance de l'âme absolument magnifique. Donc il y avait toutes ces parts de moi qui ont eu chacune leur mot à dire et qui vivaient cet événement de manière, très, très différente. Mmh. Il y a, je ressens beaucoup de sérénité chez toi et en même temps, on sent que ça n'enlève pas, l'absence, la souffrance, hein, mais, il y a c'est comme si toutes ces parts avaient été vécues en même temps. Est-ce que Oui, tu peux dire ça? Ouais. oui, toutes ces parts ont été vécues en même temps. Comme j'ai eu un parcours multi-traumatisé quand même, hein, pour moi-même dans mon existence, je savais qu'il fallait que je fasse très attention à ne pas me laisser dissocier. Il fallait pas que j'aille me réfugier dans l'espace qui ne ressent rien. Parce que le syndrome de stress post-traumatique, peut réactiver ce type de stratégie de survie Bien et sûr. de sauvegarde hem, des fonctions mentales, hein, tout simplement. Donc je me suis vraiment autorisée à pleinement ressentir la douleur de la situation. Heu J'étais en train de donner un cours à ce moment-là avec, Bégonia que j'ai cité plus tôt. Donc, tout simplement, j'ai accepté de ne plus être en mesure de prendre soin de nos élèves et puis de juste vivre ce qui était en train d'horriblement se vivre, hein. Après, je suis restée quand même, pendant 2 mois complètement anesthésiée au niveau émotionnel. La charge était beaucoup trop forte
et le processus qui a été le mien, c'est d'être dans une anesthésie. J'étais hébétée, hein. C'était la goutte de trop, on va Mmh. dire. Mmh. Et je vais en profiter, si tu veux, de notre échange là pour parler de quelque chose contre lequel je m'insurge dans notre Vas-y, vas-y, vas-y. société. Mmh. Heu, c'est tout le processus successoral et administratif qui entoure un décès. Je trouve que c'est ni humain, ni respectueux, ni digne de parler à toute personne qui vient de perdre un proche, que ce soit un enfant ou un grand-père, hein, Mmh. et de le confronter sous prétexte de fonctionnement des rouages de notre société, de le confronter à la nécessité de devoir, faire en 5 exemplaires un acte de décès. J'ai passé je ne sais combien de temps à la gendarmerie, j'ai jamais pu récupérer, sa voiture, les papiers dont j'avais besoin pour faire l'administration. Eh bien, c'est terrible, mais ça c'est presque devenu plus douloureux que ce que j'étais en train de vivre et ça, c'est pas normal. On est maintenant ça fait plus d'un an, ça fait 1 an et 1 mois aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd'hui, qu'il s'est envolé de cette falaise et c'est toujours pas réglé pour 500 francs sur son compte en banque. C'est toujours pas réglé et c'est en fait, je suis outrée de ça, de voir que le processus de deuil ne peut pas être fait de manière pleine et entière, complètement, concentrée sur ce qui se vit et aussi sur la vie qui reprend, à cause d'un système administratif qui, s'autorise, en fait, à s'immiscer dans ce processus et je le dis pas seulement en tant que maman, hein, qui a eu ça à vivre, mais aussi en tant que thérapeute parce que je reçois des personnes qui ont du mal à faire leur deuil ou qui souffrent du fait que des deuils n'ont pas pu se vivre correctement dans les étages supérieurs de leur arbre généalogique. Mais, cette manière de s'immiscer dans ce processus par la société qui dit: «Ouais, allez, il faut passer à autre chose», participe en fait du fait que les descendants vont avoir des choses à travailler en thérapie parce que ça n'aura pas pu être fait comme il faut. Donc voilà, ah, c'est un double cri de «ça suffit», que je me permets de ouais, lancer maintenant. effectivement, il faut l'espace est créé pour ça d'ailleurs, hein, aussi, Oui. qu'est-ce qui fait à ton avis, que certaines personnes basculent dans la pathologie et d'autres pas? Eh bien, je voudrais pas avoir la prétention de savoir pour tout Mmh. le monde, Mmh. hein. Je peux uniquement parler de ce que j'ai observé ou Mmh appris mh. Mmh. Bien sûr. et moi, le regard depuis lequel je réponds, ça va être celui, non seulement de l'infirmière, en santé mentale, mais aussi de l'analyste transgénérationnelle que je suis. Et j'observe que les personnes basculent, on va dire, dans la maladie plutôt que dans l'utilisation des outils qui sont les leurs, lorsque l'arbre n'a pas été soigné. C'est la conséquence, en fait, de la disharmonie du courant de vie dans l'arbre qui fait que, un des descendants, celui qui choisit de prendre ce job, ne peut pas exprimer ça d'une manière harmonieuse, il ne peut que raconter le chaos en miroir qu'il Mmh. porte de cet arbre. Mmh. Et finalement, la maladie n'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Elle vient exprimer ce dont il faut s'occuper Bien. et la pathologie psychiatrique, elle vient aussi signer des travers dans les arbres qui sont très anciens. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au-delà de 3 générations, si tu veux, qu'il y a, le fait de garder des non-dits, de garder des secrets, de continuer
des manières d'agir au sein de la famille qui vont être perverses, par exemple, eh bien, en quatrième génération, on va commencer à voir poindre des névroses, assez fortes, assez costauds. Je dis quatrième, cinquième, sixième génération, mais hem, c'est pas comme du papier à musique, hein. Oui, Tout va bien sûr, dépendre de la mmh, manière dont bien certaines sûr. personnes dans l'arbre auront réussi Mmh, déjà à soigner une partie de de cette maladie familiale. mmh. Mais on voit tout d'abord, alors des névroses, on en a tous, hein. Oui, oui. Et pour tes auditeurs, je vais juste te dire que la névrose, c'est le fait d'avoir des petites manies, d'avoir, Mmh. peur des araignées, d'avoir, c'est nos petites coquilles comme ça. Mais quand la névrose, elle commence à s'enquister, on voit apparaître des TOC, d'accord? Des troubles obsessionnels compulsifs. On se lave 10 fois les mains, on ferme le gaz, on a besoin, Mmh. de faire des rituels, et je ne parle pas des rituels, de l'autisme. Et puis, lorsque c'est toujours pas entendu, toujours pas pris en compte, alors à la génération suivante apparaît la psychose. Vois-tu? Donc en tant qu'analyste transgénérationnelle, pour moi, lorsque je vois dans un arbre apparaître la psychose, ça m'indique déjà à Mmh. combien de générations il faut regarder, quelle est la situation racine. Mais le Mmh. fait que la situation racine de la psychose se situe 5 générations avant mon fils, hein, par exemple, Mmh mh. ne veut pas dire que, lorsqu'on la trouve, cric crac ma baraque, tout est fini. Mmh. C'est juste que cette situation racine ayant été tellement traumatique, en général, c'est une vandalisation de la sexualité d'un individu, hein. Ça va être une cause de sexualité très précoce du fait d'un prédateur adulte sur un enfant. Ça va être une agression sexuelle, heu, d'accord? Donc l'origine est toujours celle-ci, Mmh. et ou bien le meurtre aussi, mais c'est des effractions de vie, hein, et donc, bah, 5 ou 6 générations plus tard, quelqu'un va venir raconter au niveau de son délire, comme on dit, ou de son verbiage. Il vient Mmh. raconter ce qui s'est passé, mais lui-même ignore qu'il porte cette information. Cependant, chaque génération qui a suivi cette racine souche, cette situation originelle, chaque génération, elle est déjà en mauvais état. Ça entraîne vraiment comme une cirrhose, de l'arbre généalogique, hein. Donc elle empire au lieu de se soigner, on essaye de mettre sous le tapis, mais c'est comme le boa, qui a avalé un éléphant dans Le Petit Prince. Bah, on voit un Mmh. petit peu que le boa, il a une forme d'éléphant. On ne peut pas Mmh. cacher Mmh. ce qu'on met sous le tapis. Alors on peut se faire croire que c'est Mmh. caché, mais la vie, elle se contente pas du tout, en fait, de nos petites simagrées. Elle Mmh. essaye juste de retrouver et de nous offrir un écoulement fluide et dynamique d'une vie expansée et heureuse. C'est ce que tu disais aussi finalement dans ce post, hein, j'en ai mis que quelques parties, c'est que c'est pas parce que ça avait été détecté que ça empêche le processus. Hein. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, Mmh. Mmh. parce que le fait de le détecter va quand même, ça fait partie de la cure de l'arbre, hein, ça fait partie Mmh. du travail soignant dans Mmh. l'arbre. Bien sûr. Le fait de trouver la situation Mmh. originelle. Mais il va y avoir aussi toute la résistance au changement de tous les membres de la famille existante en vie, et à cet endroit-là, la pathologie, elle peut être de plus en plus forte, de plus en plus expressive. Les bouffées délirantes peuvent être de plus en plus présentes parce Mmh. qu'il y a une résistance à l'assainissement de la part, des vivants, qui vont, si tu me permets l'expression, juste trouver que, «Qu'est-ce que tu nous embêtes avec tes questions? Il faut pas, remuer la M». Heu, toutes ces réactions que j'entends quotidiennement dans mon cabinet, hein, Mmh. qui que mes clients reçoivent de la part de leur famille.
Eh bien ça, c'est une résistance. Du coup, comme toute résistance, la force d'expression, elle augmente proportionnellement. C'est vraiment intéressant, hein, c'est voilà, d'avoir ce retour-là et comment on pourrait, repenser finalement le soin, l'accompagnement, que ce soit en psychiatrie ou ailleurs, hein, Oui. pour quelque chose de plus humain finalement, de plus Alors, je vais répondre sur 2 axes et je pense déjà, dans le cadre de notre, fonctionnement de santé, hein, occidental, il serait nécessaire d'écouter avec attention ce que raconte une personne qui est en train de décompenser ou qui est dans une bouffée délirante aiguë. De vraiment le prendre comme du langage qui essaye d'exprimer quelque chose. Je me souviens d'un patient lorsque j'étais aux admissions. Les admissions, c'est l'endroit où arrivent les personnes un peu dans l'urgence, hein. C'est un peu les urgences psychiatriques, les admissions. Eh bien, il y avait un patient qui n'arrêtait pas de me dire, «Ah oui, je sais que tu veux coucher avec moi, je sais que tu veux coucher avec moi. Tu es ma tante, tu veux coucher avec moi, laisse-moi tranquille, tu veux coucher avec moi». Et en fait, lorsque j'ai lu son dossier, j'ai vu qu'il y avait effectivement une tante qui a très souvent pris cet enfant à la maison. Il voulait pas aller chez elle, mais c'était la seule nounou et il essayait de nous raconter ce qui s'était passé. Mais il essayait de nous raconter ce qui s'était passé de manière si théâtrale et grandiloquente avec des hurlements, que finalement on essayait juste de lui donner des médicaments pour qu'il se taise. Donc, un premier axe, ce serait ça, d'écouter véritablement ce qui se raconte et de rédiger, de prendre en considération l'histoire d'un individu pour véritablement l'accompagner. Je trouve également que l'hôpital manque de psychothérapie. Et il y a un accompagnement psychiatrique qui est donc un accompagnement médical par rapport aux maladies du cerveau, qui se règle par une prise de médicaments. Et puis, il y a des entretiens psychologiques, mais qui visent plutôt à renseigner les soignants sur là où en est la personne et si elle est apte à sortir ou non. Mais finalement, soignant, le patient lui-même ne reçoit pas de psychothérapie où il peut aller dans son histoire de vie, et cetera. Donc ça, c'est vraiment très, très important pour moi. Et puis l'autre axe sur lequel j'aimerais répondre à ta question, c'est que je m'intéresse beaucoup au peuple premier. C'est ce qui va ressortir dans le livre qui va bientôt sortir là en librairie le 11 avril. Et c'est que les peuples premiers, je pense là notamment à l'Afrique du Sud, pardon, où une personne décompense dans le village, on considère non pas qu'il est malade ou qu'elle est malade, mais que ça veut dire que le village est malade. Et donc, ils vont s'asseoir pendant des heures et l'écouter et lui rappeler combien la vie est belle et écouter et pourquoi tu te sens mal et qu'est-ce qui essaye de s'exprimer. Et j'ai entendu une femme lors d'une rencontre des peuples premiers qui a eu lieu en Suisse en 2024. Elle racontait que quand quelqu'un a tué, le village se remet vraiment en question. Comment est-ce qu'on a pu laisser un des nôtres, une partie de notre corps, aller jusqu'à ôter la vie? Et ils mettent cette personne auprès de la sage-femme pour qu'il assiste à des naissances. Et lorsque les bébés naissent, on les lui pose dans la main, dans les mains, pour qu'ils puissent ressentir combien la vie est incroyablement miraculeuse. Je pense véritablement que notre manière de soigner aujourd'hui en Occident, on pense tellement tout savoir qu'on ne regarde plus ce qui est fait ailleurs, notamment par des peuples premiers qui vont pas
être habillés comme nous, se comporter comme nous. Il y a énormément de jugements et comme tout jugement, on se coupe finalement de l'autre ou des autres. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup parce que ça évidemment ça résonne, hein. Hem, disons qu'on a quelque chose, un vécu un peu commun. C'est-à-dire que, moi dans mon parcours, j'ai rencontré le Réseau français d'entendeurs de voix, Mmh mh. leur établissement, donc qui est, de l'entraide en fait, hein, autour des personnes qui vivent, des grandes souffrances, en particulier la schizophrénie. Donc l'idée c'était voilà l'idée c'est toujours d'ailleurs quoi, de se réunir et de parler justement, heu, de ces phénomènes qu'on met sous l'étiquette hallucination en psychiatrie et heu il y a tout un courant aussi sur l'open dialogue, qui est aussi, mis là autour d'écouter en fait, le délire ou d'écouter ce que la personne quand est-ce que les voix arrivent, quand est-ce que les hallucinations arrivent et cetera et d'avoir facilité pendant 2 ans et demi un groupe d'entraide comme ça, heu, ce qui m'a le plus touchée en fait, c'est finalement, d'enlever moi, mes propres conditionnements de sachante. Voilà, de par ma profession et cetera et d'amener justement énormément d'humain Mmh. dans dans cet accompagnement et finalement avec ces réseaux, voilà d'entraide, hem, c'est comme si ça sortait finalement du système parce que dans le système, il y a pas. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est très dommage. Ben oui. Je pense que c'était pas l'intention de la psychiatrie, du début du 20e siècle. Il y a eu vraiment des personnes qui ont fait un travail formidable en psychiatrie, ne serait-ce que surtout en France, de mettre les établissements hospitaliers dans des très beaux parcs, dans des Mmh. environnements pour redonner de l'humanité et permettre l'expression. Mais pour vous donner surtout aux personnes qui nous écoutent juste un exemple, chaque fois qu'on voit Vol au-dessus d'un nid de coucou, qu'on voit un film américain, sur la psychiatrie, on voit toujours la personne avec un pinceau dans une salle en train de peindre. Eh bien, c'est une fake news. Mmh. En fait, ça n'existe pas chez nous, Mmh. ou quasiment Mmh. pas, ou seulement après un très long temps d'hospitalisation, on va considérer qu'il lui faut un médiateur, qui sera peut-être la peinture, mais c'est pas quelque chose d'office. C'est véritablement, une zone de suppression des droits. C'est juste un lieu d'enfermement Mmh. et de médication. Mmh. Oui, Alors, je mmh. mets peut-être pas tout le monde dans ce Non, sac-là, bien mais sûr. c'est quand même très, très généralisé et c'est Mmh. tellement dommage, vraiment dommage. Oui, oui, puis, enfin, voilà, comme on connaît bien le milieu, l'une et l'autre, effectivement, hein, la plupart des soignants qui travaillent dans ces milieux-là sont déjà profondément humains et profondément sensibles à la Tout à fait, base. tout à fait. Voilà et font de leur mieux avec ce qu'ils ont, malheureusement, mais je trouve intéressant, voilà, de pouvoir mettre des mots là-dessus, en fait et je te Oui, remercie vraiment profondément parce que, heu ben, c'est ton parcours, votre parcours finalement, je dirais à toute la lignée, oui, dire ça comme ça et dans ton poste, tu mettais: «Il faut parler, il faut, témoigner», et je te oui, remercie vraiment de ce témoignage qui, pour moi en tout cas, me touche profondément, touche quelque chose de très, sacré, je vais dire, voilà et du coup qui amène certainement une dimension spirituelle. oui, tout à fait, tout à fait. Si tu permets, j'aimerais te raconter, justement comment cette dimension spirituelle est venue rencontrer ma dimension, incarnée, Volontiers. 2 mois après le suicide de mon fils. Mmh. À ce Ma fille, vit en Inde et je te l'ai dit tout à l'heure, les 2 premiers mois, moi, j'étais dans une anesthésie émotionnelle, assez importante, hein, Mmh. très souffrante, en fait.
Et 2 mois après son décès, j'étais, en Inde auprès de ma fille qui venait d'accoucher et j'étais tout simplement en train de me préoccuper du fait qu'elle allaitait, il y avait le linge du bébé à laver, elle était dans sa vie, dans son cocon de maman sa petite fille, qui est ma petite fille, sa fille, avait seulement quelques jours à ce moment-là. Et j'ai décidé de lui préparer une soupe un peu réconfortante, qui était en fait la soupe préférée de mon fils, durant son vivant. Et que je lui avais apportée une semaine avant son départ, hein, à mon fils. Et donc j'ai fabriqué cette soupe qui est pas si facile à faire en Inde parce qu'on n'a pas de robot mixeur, enfin c'est pas la même histoire du tout, de cuisiner là-bas un plat préféré, mais je l'ai fait, ça m'a pris 2 jours et puis, heu, j'étais pensive sur les marches et j'ai vu un oiseau, un ménate, venir à moi et commencer à picorer les restes du repas en attendant qu'on puisse l'emporter sur le compost collectif. Et puis il est venu se baigner, mais vraiment à 20 centimètres de moi, dans une vasque d'eau. Et je l'ai regardé, mais comme je te dis, j'étais vraiment anesthésiée, donc c'était juste joli, mais je ressentais rien, hein, rien du tout. Je suis rentrée dans la maison pour aller laver, le linge du bébé, dans la salle de bain et en me retournant, j'ai failli marcher sur l'oiseau parce qu'en fait, il m'avait suivie et j'ai été très, très surprise de la présence de cet oiseau, pas du tout effrayé, à mes côtés et il s'est envolé, il s'est posé sur mon épaule, puis il s'est Waouh! posé sur ma tête Waouh! et là, je me suis souvenue d'un coup de la vie, d'une certaine façon. Je me suis souvenue que mon fils disait qu'il se réjouissait d'être bientôt tonton et qu'il se réjouissait de voir, sa sœur et puis leur bébé, le bébé à ma fille et son conjoint, heu et il est effectivement, cet oiseau s'est envolé quand j'étais en train d'avoir ces pensées et il a visité tout l'appartement. Il s'est posé sur le dos de ma fille, il est venu voir le bébé et puis il est revenu, il s'est reposé sur moi et j'ai réalisé à ce moment-là que c'était mon fils. J'ai réalisé que cet oiseau qui finissait les restes du repas, qui était son plat préféré, c'était mon fils. C'était un signe, une manifestation, de mon fils et en fait, cet événement s'est pas arrêté là. C'est que moi, je ne logeais pas là où était ma fille, mon Mmh. gendre et leur bébé. Je logeais dans une petite, maison, à une quinzaine de minutes de marche. Et cet oiseau est resté pendant 2 jours avec moi. Et ça, c'est énorme, en Il t'a fait. suivi dans ton logement, en fait? Non, il me suivait pas dans mon logement, mais quand j'arrivais, il m'attendait sur la première marche. Il montait Ah! les escaliers avec OK, moi et toute la journée, je incroyable. passais à prendre soin en tant que grand-mère, de toute cette petite famille naissante. Il était à mes côtés et à la fin de la deuxième journée, il y a 6 oiseaux qui sont venus, qui l'ont entouré, qui l'ont emmené et j'ai demandé le nom à ma fille de cet oiseau. Elle m'a dit: «C'est les Seven Sisters», les 7 sœurs. Et je trouvais que c'était vraiment, adorable, mais c'était tellement clair pour moi qu'il s'agissait là d'une manifestation tellement incongrue qu'elle était d'ordre spirituel et Mmh. c'était mon fils. Voilà et ça a été le dégel à l'intérieur de moi. Ça a vraiment été l'élément déclencheur, qui m'a ramenée, à la surface de moi-même et qui a permis que mes émotions se dégèlent, que je sorte de cette hébétude. Parce que la présence était tellement forte, sa signature énergétique, si tu veux, était tellement forte qu'à partir de ce moment-là, je l'ai vraiment, senti à mes côtés. Si je pense à lui, si je l'évoque, je sens sa présence. Voilà et Je te c'était sa première remercie. manifestation. Mmh. Je te remercie beaucoup parce que c'est aussi puissant que sacré, que humain et Oui, tout à fait. voilà, c'est, et je crois que je vais le dire.
parce qu'en fait, ton fils s'est manifesté quand je préparais le visuel de l'épisode qui est le tien et où, voilà, il voulait, que sa photo soit à côté de toi, et ouais, c'est oui, merci beaucoup. Voilà, peut-être, avant de terminer, tu peux, peut-être nous parler un petit peu de ce livre qui va sortir tout prochainement, là? Ah, c'est très gentil à toi. Alors le livre s'appelle La danse des ancêtres. Il va être, possible de le trouver dans toutes les librairies, sur Amazon et cetera, et j'ai souhaité écrire, La danse des ancêtres parce que dans ma pratique d'analyse transgénérationnelle, je me suis rendu compte qu'on est tout le temps en train de chercher la petite bête, de chercher dans l'arbre, justement, quelles sont les catastrophes, les meurtres, les incestes, les événements douloureux. Hem, Finalement, on est tout le temps, en tant qu'occidentaux, en train de porter un regard assez critique et moralisateur sur nos ancêtres, et le fait d'avoir côtoyé des peuples premiers, d'être allé, rencontrer les Maoris en Nouvelle-Zélande, par exemple, et même le fait d'être issu d'une culture celtique pour moi-même, hein, eh bien, je me suis rendu compte qu'en Occident, on avait complètement perdu le contact avec nos ancêtres au sens positif du terme. On ne sait plus s'appuyer sur eux, on ne sait plus invoquer leur présence quand on doit faire, des choix importants, prendre des décisions, et même tout simplement soigner un arbre, guérir un arbre, redresser des torts quand il y a des choses qui sont tordues. Donc la danse des ancêtres parle de cette importance énorme qui est la réhabilitation, des ancêtres, et puis aussi du fait qu'il ne faut pas avoir peur d'aimer nos ancêtres. D'aimer, pas seulement nos ancêtres d'ailleurs, hein, il ne faut pas avoir peur d'aimer. C'est-à-dire que ce travail en psychogénéalogie, il peut être fait par le renforcement positif, qu'on soit un client, un patient ou qu'on soit un thérapeute. De ne pas oublier le renforcement positif qui vient par la compassion, par l'amour, par les vertus du cœur. Et pendant l'écriture de ce livre, j'ai reçu, heu, j'ai été très, très inspirée par les ancêtres. J'ai régulièrement demandé qu'ils me donnent de l'enseignement, et j'ai reçu des choses très précises que les auditeurs trouveront dans le livre, et j'ai été surprise lorsque j'ai assisté à cette rencontre des gardiens de la terre dont j'ai déjà parlé, qui a eu lieu en Suisse, l'été 2024, de voir que ces peuples premiers parlaient exactement de ce que les ancêtres m'avaient transmis comme étant les grands enseignements qu'on a besoin de retrouver, nous, en Occident. Donc la danse des ancêtres, traite, de ça, et il est édité aux éditions Erol, et je m'en réjouis. Mmh. Je Je te suis très remercie. contente. Mmh. Ouais, bah, oui, oui, oui. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as envie d'ajouter un petit quelque chose pour terminer? Écoute, c'est cette dernière discussion qu'on vient d'avoir qui m'amène, à cette sensation d'allégresse au niveau du cœur. Je pense que c'est vraiment important que tout un chacun ose mettre son attention au niveau du cœur, parce que, heu, de nombreuses personnes viennent à moi, et elles sont les bienvenues, pour recevoir des conseils de leurs guides, de leur guidance, de leurs ancêtres, et là je parle là en lecture du corps, qui est de la médiumnité psychique. Mais en fait, on a un haut-parleur tellement puissant au niveau du cœur qui nous indique la voie, qui nous montre, le chemin, qui nous donne des conseils, que c'est ça que j'aimerais, ajouter, que quelles que soient les circonstances, en fait, si on n'arrive pas à ressentir son cœur, eh bien, de s'isoler et d'entrer en soi jusqu'à ressentir cette expansion réconfortante et chaleureuse qu'est notre cœur par nature. Et à cet endroit-là se trouvent, tous les guides
et toutes les guidances possibles et imaginables.